Bonjour et bienvenue sur le plateau de formation Plasturgie. Vous travaillez dans les matières plastiques ou vous découvrez cette industrie, eh bien cette série de cours va tenter d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Aujourd'hui, ce numéro est consacré à la connaissance des matières plastiques, à leur origine, leurs propriétés, leur domaine d'application, leur classification, mais aussi à leur comportement à la chaleur et au moulage. Apparus à la fin du siècle dernier, et oui, il y a plus de 100 ans, les plastiques occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans notre environnement quotidien. Plus de 3 600 000 tonnes de matière plastique transformées par an, une consommation de plus de 66 kg par habitant. Cette croissance exceptionnelle de la production des matières plastiques est liée à la volonté des chercheurs, des chimistes qui font évoluer leur qualité et leurs propriétés pour répondre aux besoins de tous les secteurs d'activité. En effet, les ressources naturelles de la planète ne sont pas inépuisables et les matériaux de synthèse sont devenus un passage obligé. Les matières plastiques remplacent les matériaux traditionnels ou s'associent à ces matériaux. Alors découvrons tout de suite ensemble les propriétés et les avantages des matières plastiques. Sur ce plateau, nous avons rassemblé quelques applications qui imagent les qualités essentielles des matières plastiques. Ce robot ménager illustre parfaitement le plus des matières plastiques par rapport à des matériaux traditionnels tels que le verre et l'acier. Tous les matériaux plastiques qui le composent assurent les fonctions esthétiques, isolation électrique, inaltérabilité au contact des aliments, des graisses, des détergents, ainsi que la tenue au choc. De plus, à l'intérieur de l'appareil, les pièces mécaniques telles que cette roue dentée doivent résister à l'usure mécanique dans le temps. Autre exemple, ô combien quotidien, le téléphone, cette radio FM, ou même cet appareil photo aux formes galbées est très fonctionnel et très esthétique. Ils sont l'œuvre de designers qui ont su exploiter les capacités des matières plastiques à épouser des formes et donc leur moulabilité. Dans le secteur médical, ces sondes d'alimentation très souples et ces prothèses, notamment cette prothèse du genou en inox et en matière plastique, se caractérisent par leur biocompatibilité avec les tissus humains. Ce rein artificiel est également un bel exemple des matières plastiques dans le médical. Pour vos loisirs maintenant, ces skis, cette planche à voile ou cette raquette de tennis doivent leur grande légèreté et leur haute performance mécanique à l'alliance de matières plastiques et de fibres de verre, de carbone ou de Kevlar. Quant à ces conditionnements, ils doivent résister au choc, bien sûr, mais ils doivent résister aux agressions de divers agents chimiques tels que des huiles, des graisses, des lessives, des acides ou des détergents. Dans l'automobile, le plastique remplace la tôle, volet arrière, calandre, bouclier, enjoliveurs de roues sont en matière plastique. À l'intérieur de l'habitacle, les matières plastiques apportent confort, sécurité, harmonie, tenue dans le temps et de plus, les matières plastiques, de par leur densité, permettent un gain de poids de 200 à 300 kg et donc des économies d'énergie, de carburant. Quant à ce cadre de vélo, ces tubes sont en composite haute performance. Disons que sa rigidité, mais aussi son élasticité et surtout sa grande légèreté sont dues à l'association d'une matière plastique et de fibres de carbone.
Vous venez de découvrir des produits d'usage courant, des pièces techniques de précision et des applications qui mettent en valeur les hautes performances des matières plastiques. À chacun de ces produits correspondent des matières plastiques spécifiques, car au fil des années, les chimistes ont développé la formulation de ces matières plastiques afin d'améliorer leur résistance chimique, mécanique, électrique, etc. Résultat, il existe aujourd'hui 2 grandes familles de matières plastiques, plus de 50 formulations et plus de 5000 marques commerciales. Nous avons regroupé pour vous ici les grandes familles de matières plastiques. Je vais vous les présenter. Alors tout d'abord, cette boîte hermétique est en polypropylène thermoplastique. Ces conditionnements que vous connaissez tous sont en polystyrène choc. Ce jouet, lui, est en polyéthylène. Quant à ces emballages, ils sont en polystyrène expansé. Et le téléphone, qui est ici, est en ABS. Quant à cette pièce plus importante, c'est un bouclier en polycarbonate thermoplastique, très résistant au choc. Quant à ces petites pièces techniques de précision, elles sont en polyamide et polyacétal compact ou renforcé vert. Ces pièces beaucoup plus souples, cette sonde médicale et ces soufflets de cardan, sont eux en élastomère thermoplastique. Et pour finir avec les thermoplastiques, voici une cuve de machine à laver qui, elle, est en polypropylène allégé. Découvrons maintenant les thermodurcissables avec ces pièces électriques et électroniques qui sont en résine ou compound thermodurcissable renforcé fibre de verre. Nous retrouvons notre cadre de vélo dont les tubes sont en composite thermodurcissable époxyde fibre de carbone. Et pour finir, ce volant en mousse de polyuréthane thermodurcissable. Ces différents exemples nous montrent les matières plastiques sous toutes leurs formes. Thermoplastique, thermodurcissable, compact, allégé, élastomère, chargé, expansé, renforcé, composite. Je crois qu'il est bon d'insister sur le terme composite, thermodurcissable ou thermoplastique. Et observons ce qui se passe lorsqu'on place ce tube de polyester et fibre de verre dans un four. Eh bien, voilà le résultat. De ce tube, il ne reste en fait que les strates, la structure en fibre de verre. Même chose aussi pour ces éprouvettes en polyamide, dont on ne retrouve, après leur calcination, que les fibres de verre longues ou courtes. Je pense que vous aurez donc compris cette notion de composite, c'est-à-dire plastique, renfort. Dans notre cas, plastique, fibre de verre. Mais avant d'aller plus loin dans la découverte des thermoplastiques et des thermodurcissables, intéressons-nous à l'origine des matières plastiques et essayons de comprendre comment les chimistes ont élaboré toutes ces variétés de matières. Les matières plastiques sont des polymères organiques formés de macromolécules. Ces molécules géantes sont obtenues par polymérisation de monomères. Il y a 2 types de réactions chimiques permettant d'obtenir ces macromolécules. Ce sont soit les polyadditions, soit les polycondensations. Ce spécialiste de la fabrication des matières plastiques vient de prononcer 3 mots-clés importants pour la suite: organique, macromolécules, synthèse. Mais essayons d'en savoir plus. Quelles sont les principales matières de base à partir desquelles on fabrique les matières plastiques? La plus importante, c'est bien sûr le pétrole, ou plutôt ses dérivés. Les autres matières de base sont le charbon, le bois, le gaz naturel, le sel marin, le fluor, le calcaire, l'eau et l'air. Attention, toutes les matières plastiques ont un point commun, elles sont composées de carbone associé à d'autres corps simples tels que l'hydrogène, l'oxygène, le chlore, l'azote, le soufre, le silicium, le fluor. Et oui, tout comme le corps humain et d'une façon générale, comme tous les organismes vivants,
Les matières plastiques sont des composés organiques, c'est-à-dire des composés du carbone associés à d'autres atomes, à d'autres fonctions chimiques. Il y a d'ailleurs des similitudes entre les tissus qui forment notre corps et les plastiques. Ce point commun, ce sont des molécules géantes, des fibres appelées macromolécules. Alors là, je vois, vous vous demandez où je veux en venir, et ça devient très complexe. Eh bien, pas du tout. Observez plutôt ces perles, et imaginez que chacune d'entre elles représente une molécule. Eh bien, nous allons placer toutes ces molécules identiques dans cette boîte qui symbolisera un réacteur de synthèse. Sous l'action de la chaleur et de la pression, les molécules ont la faculté de s'accrocher les unes aux autres pour former des chaînes, des fibres appelées macromolécules. Les voici. Eh bien, vous venez d'assister au principe de base de la synthèse des matières plastiques et donc de leur technique de fabrication ou d'élaboration. À l'état naturel, vous connaissez déjà des produits qui ont une structure macromoléculaire, donc fibreuse. C'est le cas, par exemple, de vos cheveux. C'est aussi le cas de ce morceau de coton. Et c'est aussi le cas de ce morceau de bois. Mais revenons aux matières plastiques. Et pour bien fixer les idées, prenons un exemple simple. Voici un flacon en polyéthylène, une matière de la famille des thermoplastiques, commercialisée sous la forme des granulés que voici. Et essayons de comprendre comment on transforme ce liquide huileux, noirâtre, le pétrole, en granulés de polyéthylène par un processus de synthèse. Le pétrole est le résultat de la décomposition d'organismes vivants en un mélange d'hydrocarbures, donc de substances composées d'hydrogène et de carbone. Après extraction, le pétrole est traité dans une raffinerie. L'opération de distillation à chaud permet la séparation de ces hydrocarbures. Tout au long de la colonne de fractionnement, on récupère à différentes températures de condensation des produits lourds tels que bitume, graisse, huile, des produits liquides tels que naphta et essence, et des produits gazeux, butane, propane. Les naphthas liquides subissent ensuite une opération de craquage à la vapeur d'eau et l'on obtient des produits gazeux. L'éthylène, le propylène, le benzène et le butadiène. Considérons l'éthylène. C'est un corps gazeux ou liquide selon la pression. Ce produit volatile est formé par des molécules indépendantes. Ces molécules sont formées exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Chaque molécule comporte d'ailleurs 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Rassurez-vous, nous ne voulons pas faire de vous des chimistes, mais n'est-il pas intéressant tout de même de comprendre très simplement comment on peut transformer un produit gazeux, l'éthylène, en un corps solide, le polyéthylène. À l'intérieur du réacteur de synthèse, l'éthylène est comprimé, chauffé et soumis à l'action de catalyseurs chimiques. Les molécules d'éthylène ont la faculté de s'accrocher les unes aux autres pour former des chaînes, des macromolécules de polyéthylène. C'est la polymérisation. La formation de ces molécules géantes entraîne une augmentation de la densité et de la viscosité du mélange jusqu'à l'état pâteux. Le polyéthylène haute densité se dépose au fond du réacteur. Il existe en fait 2 sortes de polyéthylène, le haute densité avec lequel on obtient ce container et le polyéthylène basse densité avec lequel on extrude ces films pour l'agriculture. Étudions l'installation dans laquelle on obtient le basse densité. L'éthylène comprimé à 3000 bars et chauffé à 300 degrés est introduit dans le réacteur de synthèse. La réaction de polymérisation se produit en 1 minute à la vitesse de 800 mètres par minute. Tout au long du réacteur, l'éthylène se transforme en polyéthylène. La pâte obtenue est ensuite mélangée par extrusion avec différents adjuvants
puis conditionnés sous forme de granulés. Voici donc expliqué très simplement comment se forment la plupart des matières plastiques synthétiques. Les polymères sont obtenus par l'association de monomères. Selon les fonctions chimiques de la molécule de base, appelée monomère, le processus portera le nom de polymérisation, polycondensation ou polyaddition. Attention, pendant cette présentation, j'ai prononcé plusieurs mots-clés très importants. Monomère, polymère, polymérisation. Eh bien, le monomère du polyéthylène, le voici. C'est la molécule d'éthylène constituée de ces 2 atomes de carbone et de ces 4 atomes d'hydrogène. Ici, c'est la macromolécule. Il en faut une multitude pour constituer le polymère. Dans la réalité, elle est 10 milliards de fois plus petite que celle-ci. Rappelez-vous, c'est le collier que je vous ai montré tout à l'heure. Voici maintenant différents exemples de polymères thermoplastiques ou thermodurcissables. Ces canalisations sont en polychlorure de vinyle thermoplastique. Le volet arrière de ce véhicule est en composite polyester fibre de verre, tout comme la coque de ce bateau. Ce bouclier arrière est en polypropylène thermoplastique. Et pour terminer, ces pièces techniques sont en polyamide ou en polyacétal. Tous ces polymères ont des propriétés spécifiques. Ils ont été formulés par les chimistes pour répondre à toutes ces applications. En effet, quand on change les fonctions chimiques, on change la qualité de matière. Considérons 3 exemples. Vous connaissez le monomère et la chaîne du polyéthylène. C'est une matière rigide qui résiste au choc et avec laquelle on fabrique par exemple ce casier à bouteille. Passons maintenant de l'éthylène à la molécule de chlorure de vinyle avec son atome de chlore caractéristique. Avec ce monomère, on obtient par synthèse cette macromolécule de polychlorure de vinyle. Le PVC est rigide, translucide ou opaque, résistant au choc comme le polyéthylène. Mais observez l'action d'une flamme. Ce matériau est auto-extinguible. Il n'entretient pas la combustion alors que le polyéthylène brûle facilement. Cette tenue au feu permet l'emploi du PVC rigide dans le bâtiment pour la sécurité. 3e exemple, pour obtenir le monomère de polystyrène, on combine l'éthylène et le benzène. Voici la molécule de styrène et la macromolécule de polystyrène. Le polystyrène est rigide, transparent et cassant sous faible épaisseur. De plus, il brûle très facilement. Associé au butadiène, il donne le polystyrène choc avec lequel on thermoforme ses conditionnements. Voilà, je pense que vous commencez à mieux comprendre les choses. La nature chimique des atomes, des molécules qui forment les chaînes, conditionne les propriétés mécaniques, physiques, l'aspect, la tenue au feu, les qualités des matières plastiques. Eh bien, je vous propose de laisser un peu de côté cet aspect chimique pour maintenant découvrir le comportement des thermoplastiques et des thermodurcissables lors de leur transformation. Quelles sont les différentes formes commerciales des matières plastiques? Eh bien, je vous propose de les découvrir dans les ateliers de plasturgie. Les matières thermoplastiques se présentent sous forme de poudre, de granulés, de microbilles ou encore de résine liquide. On les utilise également sous forme de semi-produits, essentiellement des films, des feuilles et des plaques.
Les matières thermodurcissables se présentent sous forme de poudre ou de pastilles, de résine à mouler ou encore de pâtes appelées compound. Elles sont également employées sous forme de pré-imprégnés. Poudre, pastilles, granulés, microbilles, résine, compound, pré-imprégnés et divers semi-produits sous la forme de feuilles et de plaques. Voici donc les matières premières à partir desquelles on obtient des objets plastiques. Alors prenons le dictionnaire et intéressons-nous à la définition du mot plastique. Plastique, matière synthétique susceptible d'être moulée ou modelée. Les matières thermoplastiques et thermodurcissables se caractérisent donc par leur malléabilité, leur capacité à prendre des formes. Eh bien, je vous propose maintenant de nous rendre dans un laboratoire et dans des ateliers de plasturgie pour découvrir le comportement à la chaleur et au moulage des thermoplastiques et des thermodurcissables. Considérons ces granulés opaques de polypropylène. Lorsque l'on soumet cette matière thermoplastique à l'action de la chaleur, elle passe de l'état solide à l'état pâteux, plus ou moins visqueux selon la température. Observons ce changement d'état. Nous constatons que le matériau devient transparent, c'est la fusion. Si nous observons au microscope la fusion de ce thermoplastique cristallin, nous assistons à l'effondrement des cristaux au voisinage de 190 degrés. À la température de 230 degrés, la matière plastique est suffisamment fluide pour être injectée sous pression dans un moule. Au contact du moule froid, le thermoplastique se solidifie et conserve les formes de l'empreinte. Maintenant, faisons une petite expérience. Si j'élève la température de cette pièce moulée grâce à un chalumeau, regardons ce qui se passe. Le polypropylène fond, il redevient pâteux, visqueux, il est malléable, et donc ce changement d'état de solide à liquide est réversible. Cela signifie que les thermoplastiques sont donc recyclables. Tous ces exemples sont révélateurs de la malléabilité à chaud des matières thermoplastiques et donc de leur capacité à épouser et à conserver des formes. Eh bien, je vous propose maintenant de nous intéresser au comportement des matières thermodurcissables lors de leur transformation. Premier cas, ces pastilles de phénolformol sont moulées par compression-transfert. Dans le moule chauffé à 190 degrés, sous l'action de la pression, le matériau se ramollit, épouse les formes de l'empreinte, puis durcit sous l'effet d'une réaction de polycondensation. Après cuisson, les pièces sont démoulées. Deuxième cas, celui de ce compound de polyester fibre de verre qui est moulé par compression dans un moule chauffé à 175 degrés et qui durcit sous l'action d'une réaction chimique de polymérisation à l'intérieur du moule. Troisième cas, celui de cette résine de polyester dans laquelle on incorpore un système durcisseur et avec laquelle on moule cette coque de bateau par imprégnation de renfort de verre. Dans ce cas, le durcissement de la résine par polymérisation se fait à la température ambiante. Grâce à l'image de synthèse, nous allons maintenant comprendre le principe de durcissement d'une matière thermodurcissable et donc la formation d'un réseau réticulé tridimensionnel. Considérons le cas simple d'une résine de polyester insaturée. Nous avons symbolisé les macromolécules de polyester.
Introduisons le système durcisseur qui se compose de molécules de styrène, d'un accélérateur et d'un catalyseur. On assiste alors sous l'action d'une réaction chimique de polymérisation à la liaison des chaînes de polyester par des réticulations de polystyrène. Ces réticulations entraînent l'augmentation de la viscosité du polyester jusqu'à l'état dur. Le polymère solide est caractérisé par ce réseau tridimensionnel de macromolécules reliées les unes aux autres. Les thermodures réticulés ont une structure tridimensionnelle irréversible. Lorsqu'on soumet cette pièce moulée à l'action de la chaleur ou du feu, elle ne revient pas à l'état fondu. Rappelez-vous des thermoplastiques dont le changement d'état est lui réversible. En synthèse, les matières thermoplastiques se transforment sous l'action d'agents physiques de type chaleur et pression et se caractérisent par leur recyclabilité sous l'action de la chaleur. Les thermodurcissables, quant à eux, se transforment sous l'action de la chaleur, de la pression et d'agents chimiques. Leur processus de durcissement est irréversible, on ne peut pas refondre un thermodur. Voilà, vous connaissez maintenant les comportements à la transformation des thermoplastiques et des thermodurcissables. Dans un prochain module de formation, vous découvrirez les techniques de transformation communes ou spécifiques à ces différents types de polymères. Pour terminer ce film d'introduction au module Connaissance des matières plastiques, je vous propose maintenant de découvrir tous les savoir-faire, toutes les connaissances qui interviennent dans la vie d'un produit, d'un objet, depuis l'idée jusqu'à la fabrication série. Nous allons donc nous transporter dans des centres d'études, des laboratoires d'essais, des centres de développement, où des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens étudient, font évoluer, maîtrisent les propriétés des polymères, la conception des pièces, ainsi que les process et paramètres de transformation. Dans les centres d'études, des ingénieurs, des spécialistes conçoivent la pièce plastique à partir d'un cahier des charges qui définit les conditions d'utilisation du produit et les contraintes physiques, mécaniques, électriques, chimiques auxquelles il doit résister. À ce moment intervient la phase délicate du choix de la matière plastique, thermoplastique ou thermodurcissable, qui va permettre de répondre au cahier des charges. Les propriétés des polymères sont analysées dans des laboratoires d'essais, de contrôle et d'homologation spécialisés dans les matières plastiques. Nous découvrons ici d'autres spécialistes qui évaluent par des essais souvent complexes, physiques, mécaniques, électriques, chimiques, les propriétés de toutes les qualités de polymères. Prenons quelques exemples. Des essais physiques permettent la détermination de la masse volumique, le contrôle de la teneur en humidité des polymères, ou encore de leur température de déformation sous charge. Comme pour les matériaux traditionnels du type acier ou alliage, les matières plastiques, conditionnées sous forme d'éprouvettes, subissent des essais mécaniques de traction, de flexion entre deux appuis, ou encore de résilience. Et enfin, de dureté de surface. La tenue des coloris peut être testée par des essais d'abrasion, d'usure. La résistance au vieillissement sous l'action des rayons ultraviolets est également contrôlée. Pour terminer, notons que l'analyse thermique permet de déterminer les températures de transformation.
De plus, les lots de matière font l'objet, avant transformation, d'un contrôle de fluidité. Il est d'ailleurs très important de maîtriser parfaitement le comportement à la chaleur et à l'écoulement des thermoplastiques. Des appareillages sophistiqués du type rhéomètre permettent aux spécialistes de mieux maîtriser ces phénomènes et de limiter les problèmes liés à la transformation. Autre problème que pose la transformation des matières plastiques, ce sont les phénomènes de retrait. Vous entendrez donc parler de retrait thermique, de retrait différentiel ou de post-retrait, c'est-à-dire de retrait dans le temps après moulage. Deux exemples concrets de ces phénomènes de retrait mal maîtrisés. Tout d'abord, un problème d'assemblage de ces deux pièces qui ne sont plus aux cotes et donc que l'on ne pourra pas ajuster. Ou encore, dans ce cas-là, le retrait ayant entraîné un cintrage de la pièce plastique, on ne pourra plus y insérer le miroir rigide qu'elle devait recevoir. Nous avons vu que les pièces plastiques sont souvent des pièces de précision. Après transformation, il est donc très important de contrôler par des essais rigoureux la qualité des pièces et fonctions complètes. Nous allons donc nous rendre dans des laboratoires pour découvrir quelques exemples d'essais d'homologation. Ces mobiliers de jardin sont soumis à des contraintes mécaniques répétitives de façon à évaluer leur capacité à résister à la déformation dans le temps. Cette baignoire est soumise à des cycles de contraintes mécaniques et thermiques. Ce casier à bouteilles est testé par un essai de chute d'une hauteur de 2 mètres. Ce tube extrudé est contrôlé sous haute pression. Ces planches de ski en composite sont soumises à des essais de flexion. Et pour terminer, la tenue au choc de ce bouclier automobile est contrôlée par un essai de choc type parking. Les contrôles dimensionnels réalisés sur les pièces plastiques sont très sévères et font appel à des machines sophistiquées de contrôle tridimensionnel pilotées par ordinateur. Voilà, tous ces essais de laboratoire vous montrent la rigueur avec laquelle il faut concevoir les pièces plastiques, maîtriser le comportement des polymères, optimiser les conditions de transformation des pièces, et tester, contrôler, homologuer les produits finis afin d'atteindre les objectifs de qualité de 0 défaut, objectif très important pour les entreprises de transformation des matières plastiques. Notons que la plupart des matières thermoplastiques sont facilement recyclables. Par exemple, ces casiers à bouteilles, en fin de vie, sont recyclés. Première phase du process, le broyage des pièces. Deuxième phase, le lavage du rebroyé, puis le compoundage et la granulation du polymère. Notons que le compoundage permet, par l'incorporation d'adjuvants, la reformulation du polymère recyclé afin de retrouver ses qualités d'origine avant transformation et broyage. Voilà, j'espère que ce module d'introduction à la connaissance des matières plastiques vous a intéressé. J'imagine que vous aurez des tas de questions à poser à votre formateur qui, dès à présent, à l'aide de diapositives, va vous permettre de revoir les principaux thèmes qui ont été abordés dans ce module. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Formation Plasturgie. Au revoir.